Bruit de page de l'université du Havre. Bruit de page. Bruit de page. Bruit de page. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Je vais vous présenter un ouvrage qui vient de paraître chez l'Harmattan, Homme animal, destin lié. Alors pourquoi j'ai écrit cet ouvrage ? Eh bien, tout simplement, au départ, je me suis intéressée sur la gestion du risque écologique dans l'entreprise. Ensuite, progressivement, je me suis intéressée au développement durable. Donc, ça s'est élargi naturellement. Et au niveau du développement durable, je me suis posé la question des animaux. Pourquoi les animaux n'entraient pas véritablement dans le développement durable ? Alors, j'ai lu un auteur, un philosophe, Peter Singer, sur la libération animale, pour essayer de m'intéresser à l'espèce humaine qui s'estime supérieure à l'animal. Et quant à l'espèce animale, eh bien, on l'a mis dans une même catégorie, en fait, du gorille à l'huître. Donc, ce qui est étonnant. En fait, au XXIe siècle, la bête reste finalement une chose utilisable, exploitée, abusée jusqu'au sadisme. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui à une dimension incommensurable, en fait, de l'exploitation animale, qu'on n'a jamais connue dans l'histoire. L'animal devient un minerai dont on extrait la viande, du matériel de laboratoire ou un triste clown qui divertit. Il est dénaturé, torturé, mutilé, méprisé, séparé de ses petits et abattu dans une souffrance inadmissible. Donc en fait, l'animal vit un véritable martyr. Or, depuis l'Antiquité, eh bien, les débats sur la condition animale sont passionnés. Mais auparavant, ces débats étaient destinés à une élite. À une élite, tout simplement parce que l'exploitation animale n'était pas aussi importante qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le débat se démocratise dans la mesure où effectivement on reproduit des animaux artificiellement qui n'existeraient pas naturellement. Alors, en fait, le débat sur la condition animale, je suis partie également de la réflexion de John Stuart Mill. Tout grand mouvement doit faire l'expérience de 3 étapes, le ridicule, la discussion et l'adoption. En fait, la cause animale est sortie du ridicule. Nous sommes aujourd'hui dans la discussion. Et à voir si nous allons passer à l'adoption. Alors, pour mon ouvrage, je l'ai articulé en 3 parties. La première partie s'intéresse à la souffrance animale et du moins à la supériorité de l'homme sur l'animal, la soi-disant supériorité puisqu'il est juge et partie. Et j'ai cherché pourquoi, en fait, on est arrivé à négliger à ce point l'animal. Alors, les raisons, en fait, de cette négligence, je les ai trouvées eh bien, dans plusieurs raisons. La première raison, c'est la philosophie grecque. Et je me suis aperçue donc que dès l'Antiquité, les débats étaient passionnés dans la mesure où Pythagore, Socrate, Plutarque étaient végétariens. Alors que Platon et Aristote vont distinguer l'homme de l'animal par la raison. De la même manière, Aristote soutenait l'esclavage et pensait que certains hommes étaient prédestinés à servir. Et c'est Aristote, finalement, la pensée d'Aristote qui a marqué l'histoire, davantage que celle de Pythagore, Socrate, Plutarque, Théophraste, Plutarque, qui disait que nous n'étions pas des carnivores, que nous n'avions pas les dents du carnivore, nous n'avions pas l'intestin du carnivore, puisque l'intestin du carnivore est court, alors que nous avions un intestin lourd et à repli, et puis nous n'avons pas non plus les griffes du carnivore. Et certains naturalistes pensent d'ailleurs que l'homme est frugivore. Alors ça, c'était la première raison, donc les débats au moment de l'Antiquité, et c'est la pensée d'Aristote qui a dominé et qui a marqué notre imaginaire collectif.
Ensuite, les religions. Donc, les religions monothéistes, notamment, vont désacraliser la nature et donc donner tout pouvoir à l'homme sur l'animal. Et saint Augustin fera de l'immortalité de l'âme humaine un dogme chrétien. Et de la même manière, dans toutes les religions monothéistes, on aura des visions différentes. Les cathares, saint François d'Assise, Léon Tolstoï, Albert Schweitzer vont s'opposer à ce dogme chrétien pour défendre justement l'animal. Le judaïsme et l'islam, eux, ces religions pensent que toute créature vivante a une âme. Et pour certains, même, la viande issue de l'élevage intensif est totalement impropre à la consommation humaine. Ensuite, donc, les religions monothéistes, et notamment chrétiennes, donc, expliquent toujours cet imaginaire collectif qui assoit cette supériorité de l'homme. Ensuite, je suis passée à l'humanisme, qui est une autre raison, puisque l'humanisme va donner une place centrale à l'être humain dans l'univers, va valoriser la culture sur la nature et condamner tout apitoiement pour la souffrance animale. C'est pour l'humanisme de la sensibilité excessive, la sensiblerie, c'est être ridicule. Or, là encore, au sein de l'humanisme, il va y avoir de nombreuses voix qui vont s'élever contre cette théorie. Lamartine, par exemple, disait « Nous ne pouvons avoir deux cœurs, un pour les animaux et un pour les hommes ». Mais voilà, cet humanisme va donner la théorie de l'animal-machine de Descartes. Pour Descartes, l'animal n'a ni âme, ni esprit, ne peut pas souffrir. En fait, les animaux ne seront que des automates. C'est une mécanique telle une horloge qui est démontable. On peut extraire un foie, un œil, ça ne cause pas de mal. En fait, les cris, c'est juste des grincements de la mécanique. Voilà comment, dans l'esprit, dans l'imaginaire collectif et notamment français, les gens se sont souvent reconnus dans la théorie de Descartes en disant « je suis cartésien ». Et cartésien, ça engendre effectivement pour l'animal une place tout à fait secondaire. Ensuite, le statut juridique de l'animal. Alors, on n'a pas en fait un statut juridique universellement reconnu. Donc, ce n'est qu'en 2014 que dans le Code civil, en France, on a reconnu les êtres vivants doués de sensibilité. Mais lors de l'adoption de la loi Agriculture-Alimentation en mai 2018, tous les amendements pour alléger la souffrance animale ont tous été rejetés. Voilà une des raisons également, ce statut peu protecteur de l'animal, qui explique cette négligence de la souffrance animale. Et enfin, la gastronomie française, c'est une autre raison dans notre imaginaire qui va faire qu'on va encore négliger l'animal, puisque en fait, la gastronomie française, c'est basé sur la viande, sur le foie gras, sur des plats dits entre guillemets nobles. Mais on voit qu'aujourd'hui, de nombreux grands chefs s'orientent vers une haute gastronomie des légumes. Donc, tout ça est remis en cause. Voilà, ce sont les raisons qui m'ont permis d'expliquer la négligence de l'animal dans l'imaginaire collectif. Alors, en deuxième partie, je me suis intéressée aux aspects sanitaires et environnementaux qui sont liés à l'exploitation animale. Aujourd'hui, on a par année plus de presque 70 milliards d'animaux qui sont abattus pour leur viande. Donc rien qu'en France, 1 milliard par an. Et ce sont des animaux qui sont issus de l'élevage intensif, donc qui sont maltraités, créés par insémination artificielle, manipulation génétique, et qui sont mutilés. Donc également, au niveau environnemental, on voit que l'élevage intensif crée des pollutions, surconsommation d'eau, de céréales.
de céréales pour animaux au détriment finalement de cultures vivrières. 14,5% des émissions de gaz à effet de serre sont émises par l'élevage intensif et on déforeste 63% de la forêt amazonienne. 2/3 des terres agricoles dans le monde sont destinées à l'élevage intensif. Alors qu'en fait, on a des millions de personnes qui meurent de faim. Voilà. Et en fait, au niveau des conséquences sanitaires, toutes les études scientifiques reconnaissent que les produits animaux sont responsables de pathologies chroniques et mortelles, que ce soit cancer du côlon, maladies cardiovasculaires, hypertension, etc. En 2017, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement a d'ailleurs recommandé de limiter la consommation de viande. Et d'ailleurs, on nous dit, une dernière étude scientifique de chercheurs de Colorado nous disent qu'il va falloir diminuer de 90% la consommation de viande si on veut pouvoir continuer à vivre à peu près normalement et s'orienter vers une consommation végétale. Alors, la surconsommation de viande est responsable également d'une perte d'information et d'affaiblissement inéluctable de l'espèce lié à justement cette insémination artificielle qui reproduit des animaux sans aucune diversité génétique, des animaux qui sont tous identiques. Et puis le surstress permanent de ces animaux qui sont soulagés par une surconsommation des antibiotiques. 80% de la consommation d'antibiotiques est destinée aux animaux. Une surconsommation d'antidépresseurs, de vaccins divers. En fait, tous ces produits animaux sont en réalité impropres à la consommation humaine. En plus, ça entraîne chez les êtres humains ce qu'on appelle l'antibiorésistance. Et l'IGAS, en 2015, a souligné ce problème d'antibiorésistance. De la même manière, le confinement des animaux, la faible diversité génétique, crée une émergence et une propagation de nouveaux pathogènes, ce qui devient très inquiétant, pour l'homme. On peut noter également que l'humain est le seul mammifère à nourrir son petit avec le lait d'un autre mammifère, ce qui est une source complètement disproportionnée de calcium, d'hormones de croissance, et ce qui entraîne des intolérances au lactose, puisqu'en fait la vache n'est pas la mère de l'humain, mais la mère du veau, et le lait est destiné au veau et non pas à l'humain. Donc ce qui pose de graves problèmes. Pour l'expérimentation animale, c'est également de grandes questions se posent également, parce que est-ce que c'est la solution incontournable pour la recherche scientifique ? En 2017, dans Libération, on avait des chercheurs qui se sont opposés dans une tribune sur ce débat scientifique, parce que c'est un enjeu pour la science de demain. En fait, le postulat de l'expérimentation animale, c'est que si telle substance produit l'effet recherché chez l'animal, elle produira le même effet chez l'homme. Or, en fait, le modèle animal n'est pas le modèle biologique de l'homme. Personnellement, je ne donnerais pas à mon chien un médicament qui est bon pour moi parce que je ne sais pas quelles vont être les conséquences sur son métabolisme. Et pourtant, on décide de tester sur l'animal un produit, une molécule qu'on pourra donner à l'être humain. Ce qui est assez étonnant. Et quand on voit tous les effets secondaires des médicaments, le nombre de médicaments qui sont retirés, après la première phase clinique, on voit bien que c'est pas la solution. Il faut savoir que la prise de médicaments, c'est quand même la 3e cause de mortalité humaine dans les pays développés. On peut penser qu'il y a échec du modèle. Et aux États-Unis, la moitié des médicaments sont retirés en raison de graves effets indésirables non prévus. Donc, c'est autant tirer à pile ou face. Alors, les raisons et la légitimité de l'expérimentation animale, je les invoque également dans mon livre pour savoir pourquoi finalement on persiste dans un système qui n'est pas viable.
Enfin, ma troisième partie, je me pose la question de savoir si l'homme ne risque pas de perdre son humanité en déconsidérant l'animal, en l'humiliant, en s'amusant de sa misère. Alors, je me pose cette question aussi bien au niveau des animaux de compagnie qui sont aimés, mais en même temps qui sont abandonnés. On a 100 000 animaux qui sont abandonnés par an en France. Et puis le trafic des animaux qui est au troisième rang du trafic international après les armes et la drogue. Donc c'est dire comment ce commerce est lucratif. Ensuite, je me pose la question de l'animal exhibé dans les zoos, qui sont des animaux qui sont enfermés et qui reproduisent en fait, qui miment en fait l'animal en liberté à l'état sauvage, mais on mélange des animaux d'Asie avec ceux d'Afrique, du pôle Sud avec le pôle Nord. En fait, ça n'a rien à voir avec un véritable objectif pédagogique. Et en même temps, on a entre 3 000 et 5 000 animaux qui sont euthanasiés en captivité chaque année en Europe dans les zoos. Les delphinariums, c'est un véritable cimetière pour les cétacés. Et on connaît maintenant la grande souffrance de ces captifs, les nombreuses stéréotypies en captivité dues à un état de stress permanent. Alors, je passe ensuite aux animaux de cirque. Les animaux de cirque qui sont enchaînés 95% de leur vie, qui ont encore moins de place, 10 fois moins de place que dans un zoo, qui sont secoués dans les camions, qui sont transportés quotidiennement, qui sont frappés souvent pour apprendre à faire des acrobaties, qui doivent prendre des positions douloureuses, qui ne sont pas faites pour l'animal. Un éléphant n'est pas fait pour s'asseoir sur un tabouret, d'autant plus que certains scientifiques parlent de descente d'organes chez les éléphants. Quand on fait plusieurs tonnes, on s'imagine bien qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, voilà, je finis par la corrida, où effectivement, là, on se demande comment on peut aimer voir un animal souffrir. Et je cite ce texte de Francis Cabrel, « Je les entends rire comme je râle, je les vois danser comme je succombe. Je ne pensais pas qu'on puisse s'amuser autant autour d'une tombe. » Je pense que c'est très éloquent. Bon, la corrida est interdite en Catalogne depuis 2012 et en France, on a encore 10 départements sur 96 qui l'autorisent. Enfin, donc, toujours dans cette troisième partie, je me pose la question du propre de l'homme en question, c'est-à-dire comment distinguer l'homme de l'animal. Est-ce que c'est la raison qui peut être le critère ? C'est difficile parce qu'à ce moment-là, où va-t-on placer les bébés et les aliénés ? Donc, et on trouve chez les animaux, chez toute espèce, le jeu, la culture, le tabou de l'inceste, l'intelligence, la conscience, la sexualité, l'art, le mensonge, les outils. Donc, en fait, définir le propre de l'homme, c'est pas du tout évident. Et aujourd'hui, l'éthologie, l'étude comportementale des animaux nous apporte un éclairage beaucoup plus juste sur le monde animal. Donc, l'homme est un animal pour qui le langage est un mode de relation, différent du monde animal. Donc, les postures philosophiques, on a l'humanisme qui repose sur une coupure très nette entre l'homme et l'animal, et cette coupure est définie par la liberté de l'homme. Tous les intérêts ne se valent pas, les intérêts des animaux ne sont que des intérêts sensibles. L'utilitarisme, autre philosophie, mais qui reconnaît la souffrance animale. Pour l'utilitarisme, la coupure entre les humains et les animaux ne repose sur aucune réalité concrète. La question est, peuvent-ils raisonner ? Ni peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir ? La valeur d'un individu n'est pas liée à son espèce, mais aux intérêts de cette espèce. Et l'animal, limité à la vie sensible, n'a bien entendu aucun intérêt à souffrir. Enfin, l'abolitionnisme, se pose la question, est-il juste de manger des animaux ? Et sacralise en fait la vie et la nature.
Ensuite, après ces philosophies, je passe sur l'abolitionnisme, sur la justification des spécistes, pardon. La justification des spécistes. Le meurtre des animaux est justifiable parce que ce ne sont que des animaux. La discrimination est fondée uniquement sur l'espèce. La valeur ou les droits des individus ne sont qu'en fonction de l'appartenance à une espèce et non en fonction des intérêts propres de l'espèce. Pour Dominique Lestel, la souffrance des animaux n'est pas inutile car elle apporte du plaisir aux carnivores. Alors, son raisonnement transposé au viol ou au meurtre est totalement absurde. Parce que vous imaginez que le violeur, a beaucoup de plaisir à violer sa victime. Et le meurtrier de la même manière. Et c'est pas pour ça qu'on va justifier. Donc, son argument tombe à plat. Les arguments des antispécistes, c'est ils refusent de donner plus de valeur à une espèce qu'à une autre. Ils reposent leur argumentation sur la capacité à souffrir des animaux et sur leur droit à vivre. Bien entendu, on ne peut pas avoir les mêmes droits que les animaux dans la mesure où le droit à l'enseignement n'aurait aucun sens pour les animaux. Mais pour eux, il est complètement absurde de leur dénier le droit le plus élémentaire, c'est-à-dire celui de vivre. En conclusion, la question, c'est qu'est-ce qui nous autorise à exploiter, à torturer des êtres vivants sensibles ? En fait, on diminue les espaces nécessaires à la survie des espèces sauvages, on massacre des populations entières d'animaux, on détruit leur territoire. Nous sommes dans la perspective d'une 6e extinction de masse des animaux. Or, les espèces sont liées entre elles et chaque extinction risque d'en entraîner d'autres en cascade. L'espèce humaine est la forme la plus aboutie de la prédation dans le règne animal. Donc, en même temps qu'elle détruit l'animal et qu'elle saccage tout sur son environnement, elle se met également en péril. Et il est peut-être temps que l'être humain comprenne que les destins de l'homme et de l'animal sont liés en tant qu'être mortel pour assurer la pérennité de la vie sur Terre. Voilà, je vous remercie de votre attention.